Monsieur Benaidiz, Cher Président, chers collègues, j'ai pris connaissance de la charte NPNRU et j'aurais une observation de manière pratique à vous apporter à votre connaissance. J'ai compris de cette charte que le pilotage se fait au niveau du GIP, de la Maison de l'Emploi de Plaine Commune. Et j'ai une interrogation notamment au niveau des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Alors, je vois dans cette charte une démarche qui est l'insertion des publics éloignés en s'appuyant sur différents acteurs, notamment les entreprises du territoire, les entreprises classiques, par le biais desquelles on insère justement les publics éloignés de l'emploi, mais il y a également les ETTI, qui sont des organismes assimilés à des intérims de l'ESS en quelque sorte, et également au SIAE, acteurs de l'insertion par l'emploi de notre territoire. Il y en a plus de 70. Et ma question est assez pragmatique, puisque l'idée dans cette charte, c'est d'insérer des publics qui sont éloignés de l'emploi. Sauf qu'une fois que les marchés sont passés, que deviennent ces publics ? Est-ce que c'est le temps de démarcher? Et est-ce que finalement, on ne pourrait pas aller beaucoup plus loin dans la démarche, qui serait de créer des coopérations économiques vertueuses entre les acteurs classiques et les acteurs de l'économie sociale et solidaire pour avoir, il est dit dans la charte, des retombées économiques ayant une pérennité? Et justement, c'est dommage, puisque au niveau de cette charte-là, sur la notion de retombée économique auprès des acteurs de l'ESS, on ne va pas suffisamment loin. On pourrait aller beaucoup plus loin en élargissant peut-être le sujet au niveau des coopérations économiques vertueuses entre les entreprises classiques et les entreprises de l'ESS. Voilà mon observation de ce soir. Merci. oui, merci. Monsieur Chevreau. Oui, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit. C'est pas ma crainte, mais ce que je voulais, c'est avoir la certitude que l'on aurait un outil unique qui permettrait effectivement aux demandeurs d'emploi ou bien aux personnes en insertion d'avoir une porte d'entrée et d'avoir ce fameux guichet unique. Parce qu'aujourd'hui, ce sera un petit peu dommage que l'ensemble des maisons d'emploi, des structures que l'on a sur Plaine Commune, chacun dans son coin, effectivement, fasse ce travail-là. Moi, je pense il serait intéressant que les demandeurs puissent effectivement avoir ce fameux lieu, de telle façon que les entreprises elles-mêmes puissent aller puiser à l'intérieur de cela. Et je crois que ce n'est pas forcément le cas. J'ai bien entendu parler effectivement des maisons d'emploi, mais est-ce que c'est l'ensemble des maisons d'emploi ou est-ce que l'on va monter une structure dédiée à cela? Mais c'est vrai aussi pour tout le travail qu'il y aura à faire dans le cadre des Jeux Olympiques et des besoins que l'on aura. Parce que de toute manière, les entreprises ne vont pas nous attendre. Parce que quand on parle de 10% par rapport aux heures travaillées, on a vu la difficulté que l'on a eue dans le cadre de l'ANRU 1 d'arriver à 5% des heures travaillées. Si derrière, il n'y a pas du personnel et des gens qui sont là effectivement pour mener à bien ce travail-là en direction de ce public-là, nous aurons de grandes difficultés effectivement à arriver à ce pourcentage. Monsieur Maurice. Merci Monsieur le Président, bonsoir à toutes et tous. Rapidement, l'insertion, bon, évidemment la note elle est importante puisque c'est un des leviers qui emmène vers l'emploi. Tout ce qui concourt à des dispositifs justement pour permettre à ce que les jeunes et les moins jeunes aient ces parcours, évidemment, je regarde avec attention, d'autant plus que voilà, d'avoir un point levier, d'augmenter de 5 à 10%, c'est à la fois évidemment très important et à la fois à suivre, mais aussi à les réaliser. Pour autant, nous aussi, de par notre expertise qu'on a eue dans le cadre de la Solidéo, particulièrement sur caractériser ce qu'est l'insertion, c'est-à-dire des parcours diplômants, professionnalisants, ce qui fait qu'en termes clairs, ça permet aux jeunes et aux moins jeunes d'engager un dispositif et permettre à ce que, en alternance, souvent, ils puissent accéder, je dirais, à un héritage. C'est dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques, mais aussi ça peut l'être sur d'autres dispositifs. Et je crois qu'on a ce travail-là. Alors, à la fois un point d'entrée, mais aussi avec une vision globale qui, de mon point de vue, est un axe de travail pour notre territoire, qui est d'ailleurs soulevé par des attentes des maires, mais aussi évidemment de la population du territoire. Donc j'attire l'attention sur ce point-là, c'est inscrit dans la note, mais derrière ça implique
je dirais, évidemment de l'énergie pour qu'on puisse caractériser ce qu'est l'insertion. Et je pense qu'on a bougé un certain nombre de lignes de par ce travail dans le cadre de la Solideo, mais on doit le démultiplier puisqu'aujourd'hui, concrètement, Solideo, c'est 10% des emplois, enfin, du montant global des moyens d'ici 2028, doit être autour de 1,5 milliard sur les 12 à horizon 2028. Donc on a à la fois un fait significatif, un point qui peut permettre d'être dupliqué et de répondre en plus aux attentes évidemment des villes. Alors, je vais me permettre, mes chers collègues, de répondre en lieu et place de Cathy Montagne, parce que l'ensemble de vos interpellations allait assez largement au-delà de ce dossier qui, disons-le, au vu du départ de notre vice-président à l'insertion, a atterri dans son périmètre de manière un peu impromptue. Voilà, donc j'ai déjà évoqué donc, le sujet, effectivement, de la question de la place des femmes dans les clauses d'insertion. Elle est évidemment cruciale. Elle renvoie aussi à autre chose, c'est qu'il faut que l'on apprenne à faire de l'insertion sur d'autres métiers que ceux traditionnels du BTP. Parce que c'est vrai que quand on n'est que sur les métiers du BTP, forcément, mécaniquement, avec des métiers très physiques, on restreint un peu mécaniquement l'accès aux femmes. Mais moi, j'en ai beaucoup discuté avec mon Traïka et je sais qu'il y a un vrai sujet de développer notamment sur les métiers du numérique, il y a un vrai sujet de travail sur l'insertion, et là, dans une approche évidemment beaucoup plus mixte, de manière beaucoup plus évidente, et avec une dimension en plus de formation et de donner des capacités à s'insérer sur le marché professionnel de manière durable, qui sont extrêmement pertinentes. Monsieur Benaïdiz, par rapport à votre interpellation, oui, je suis d'accord avec vous sur un point, c'est que sur les clauses d'insertion, je pense qu'on a aussi besoin d'avoir de la souplesse. Voilà, de la souplesse dans la définition des clauses d'insertion. Ça rejoint ce que disait Éric Maurice. Oui, moi, ce que je voudrais, c'est réfléchir à une stratégie d'accompagnement de nos populations, ceux qui sont en insertion au sens juridique du terme, mais aussi ceux qui sont en sortie d'études, en particulier, pour qu'on construise des dispositifs de parrainage, des dispositifs d'accompagnement vers l'emploi, finalement, et qu'on arrive aussi, et notamment quand il s'agit de clauses d'insertion un peu volontaristes, à y faire rentrer des clauses de recrutement local, y compris sur ces jeunes diplômés. C'est ce qu'on essaye déjà de faire, mais je pense que c'est une bonne chose de pouvoir continuer en ce sens, et en s'occupant tout particulièrement, effectivement, du public des jeunes diplômés, parce qu'il n'y a rien de plus terrible dans notre territoire que quand on se retrouve avec des jeunes qui ont joué le jeu de l'école, qui ont réussi et qui se retrouvent scotchés sans emploi alors qu'ils ont réussi leurs études. Pour l'exemplarité, vous en conviendrez que ce n'est pas, c'est pas une bonne chose. Hervé, sur la question du guichet et du lieu unique, je pense qu'on en a besoin. Pour le coup, il y a une vraie réflexion là qui maintenant est amorcée de manière plus qu'amorcée, qui verra le jour en 2021, déjà sur une première fusion de missions locales. Voilà, le travail est engagé notamment pour ce qui nous concerne, pour ce qui concerne le territoire d'Épinay, entre Objectif Emploi et la MIGE. Donc là, je pense que le consensus politique existe dans cet objectif-là, et je pense que ce rapprochement, cette fusion des forces de ces deux missions locales, elle doit aboutir aussi à la création de nouveaux lieux avec beaucoup plus de lisibilité. Voilà, on parle là pour le coup de public très mobile, de public jeune, essentiellement. Donc on n'est pas dans le problème, c'est pas un problème de proximité, c'est plus un problème d'attractivité, et c'est ce à quoi le président d'Objectif Emploi, qui est présent, M. Chems Nkafaoui, va continuer de réfléchir et d'agir dans les toutes prochaines semaines, et d'ailleurs toutes prochaines. Voilà, donc il faut que là-dessus, maintenant, on ne perde plus un mois, parce que les emplois des JO, c'est maintenant. En fait, ça commence au mois d'avril, vraiment, volumétriquement parlant, ça a déjà commencé, mais ça va vraiment
s'accélérer avec l'arrivée du printemps. Les choses vont s'accélérer de manière très importante. Monsieur Maurice, en tout cas, sachez que ce critère de 10%, maintenant, c'est la norme que l'on retient dans tous nos grands projets. Donc de ce point de vue-là, les JOP ont servi un peu d'étalonnage. Dans les projets en rue, on était à 3 avant, on est passé à 7 et maintenant on est à 10, effectivement, en objectif d'insertion. Mais c'est la norme que l'on souhaite voir retenue dans l'ensemble des grands projets. Alors un grand projet, chacun voit à peu près de quoi on parle, mais qui auront lieu sur le territoire de pleine commune. Je vous en remercie, mes chers collègues.